Bienvenue sur Mediapart pour ce nouveau numéro de Tire ta langue. Nous recevons avec mon confrère Antoine Perrault le romancier Yahya Bel-Askri, auteur du livre d'Amret publié aux éditions Zulma. Cet ouvrage se lit comme une rêverie politique, mais aussi un plaidoyer contre l'obscurantisme politique. On y suit les aventures d'Amret, un jeune homme né pendant la colonisation dans une famille pauvre. L'Algérie ici n'est pas nommée, mais le lecteur reconnaît aisément les cicatrices, les soubresauts historiques et les drames qui ont accablé le pays. Yahya Bel-Askri, pourquoi est-ce que dans cet ouvrage vous maintenez le flou et le nom d'Algérie n'est jamais mentionné ? Quand j'écrivais le texte, il me semblait que c'était inutile à un moment donné. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment d'indications, de repères pour comprendre que c'est la terre algérienne. Et donc, ça ne se justifiait pas pour moi. Donc, c'est une décision totalement arbitraire que j'ai prise. Et je me sentais bien, donc, de cette manière-là, à avancer dans le travail. Vous-même, vous êtes né à Oran en 1952. Est-ce que l'Algérie, c'est une maladie dont on ne guérit jamais ? Non, ce n'est pas une maladie, en Algérie, c'est un bonheur dont on ne guérit jamais parce que c'est une terre magnifique, extraordinaire, qui a une histoire longue, tronquée peut-être par les politiques, falsifiée, bien évidemment, beaucoup, mais c'est une terre sublime, une terre de soleil, une terre d'invention, mais aussi une terre de la tragédie, bien évidemment. Et c'est peut-être cela qui fait que c'est une terre dont on ne guérit pas, mais pas une maladie. Donc, c'est un bonheur contrarié, un bonheur peut-être difficile à cerner, mais il est là, le bonheur, c'est déjà d'en parler, c'est une joie. C'est pour cette raison que vous célébrez un peu trois héros et une héroïne, avec l'émir Abdelkader, Saint-Augustin et la reine Kaïna. C'était une manière de vous relier à cette histoire ? Absolument. Absolument, tout de suite, j'avais envie dans ce roman tout de suite donner de la profondeur historique à cette terre, que je ne nomme pas, mais tout de suite lui donner sa profondeur historique. En 1962, tout le monde le sait, l'Algérie indépendante qui avait besoin de se créer par rapport à une longue colonisation, a décidé, donc, ses dirigeants, que l'Algérie est arabe et musulmane. Bien. On comprend qu'une nation se construit sur des mythes, même souvent des mensonges, beaucoup. Et donc, mais après, ça ne tient pas parce que la société est plurielle, parce que la société est traversée de choses et d'autres, et au fur et à mesure que le pays, la nation se construit, avance, des choses sont contestées, sont discutées, disputées, et puis qu'il y a des problèmes, ça s'aiguise, et donc là s'ouvrent des pans entiers de cette histoire, qui est en fait que cette terre elle a plus de 2000 ans d'histoire, qu'elle est berbère, et que les Arabes, comme les autres, sont arrivés à un moment donné, même s'ils ont arabisé une grande partie de la population et islamisé par la même, parce qu'ils sont arrivés avec le Coran. Donc ça fait pas de cette terre une terre arabe, musulmane, ça fait de cette terre une terre traversée par les pas de toutes celles et tous ceux qui l'ont traversée depuis plusieurs milliers d'années. Et donc ces trois figures historiques... Mais quelle belle figure! Mais quelle belle figure, Saint-Augustin, les confessions, il faut les lire. J'aime de temps en temps à y retourner, à puiser quelques concepts philosophiques, oui, parce que pour moi c'est aussi un philosophe, quel grand homme. Et puis la Kaïna, quand il y a eu la conquête arabe, on le sait, les historiens le disent, les Arabes ont mis 2 ans à conquérir l'Égypte, ils ont mis près de 100 ans à conquérir le Maghreb. C'est une résistance très forte, des batailles. Et cette reine, cette jeune femme extraordinaire, qui va lever qui lève des paysans et qui va se battre. Mais quelle leçon pour la liberté, pour l'honneur au sens non pas de cuisse des femmes chez les autres, non. L'honneur dans le sens de préserver sa dignité, son intégrité. Quelle femme, pour moi, oui, c'est ma mère. Et puis Abdelkader combattant de la résistance algérienne contre la colonisation française pendant 15 ans. Et cet homme-là, qui n'avait rien, qui n'a jamais fait d'école, qui avait en face de lui une armée de 100 000 hommes. Il lève au plus fort 10 000 hommes.
Et il va combattre pendant 15 ans. Pendant 15 ans, il va mettre en échec l'armée française coloniale. C'est assez extraordinaire. Battu, fatigué, épuisé, il se rend. Et puis, il y a une autre vie qui commence, celle du poète, celle de l'homme ouvert au monde, aux autres. Et il va défendre les chrétiens à Damas. Il va sauver 12 000 chrétiens de la mort. Quelle figure! Bah oui, je suis fier et heureux d'appartenir à cette lignée. 3 courtes citations. C'est une façon de lire votre livre. Page 21. « Je n'ai jamais entendu mon père dire un mot doux, tendre à ma mère. Il n'était pas indifférent, mais il n'y avait pas les mots. » Ensuite, page 46. « Dehors, les haut-parleurs de la ville résonnent toujours. Discours, slogans et diatribes contre le reste du monde. » Et enfin, page 131. « Je m'adresse au vent. » Et j'aimerais savoir si votre livre peut se lire comme le livre de la langue, de son intensité, de son statut, de sa place dans l'espace privé comme dans l'espace public. Je crois que par ces 3 citations, vous résumez très bien le travail, le chemin de l'écrivain dans la langue, à creuser cette langue. Parce que ce père qui n'a pas de mots, effectivement, quand il avait les mots, les choses auraient été totalement différentes. Parce qu'avec les mots, on se crée, on s'invente. Quand on n'en a pas les mots, on subit. Et donc, bien entendu, il a tout subi, cet homme. Et il ne pouvait pas exprimer l'amour, même s'il est rudimentaire, même s'il est simple, il ne pouvait pas l'exprimer. Mais bien entendu, la langue, bien sûr, quand on s'adressait au vent, c'est une métaphore, bien évidemment. Une métaphore de la liberté, le vent. Mais pour en revenir à la langue, le travail de l'écrivain, c'est forger cette langue. C'est maîtriser les mots, et au-delà de les maîtriser, c'est en jouer avec, les travailler, leur faire dire ce qui apparemment ne pourrait pas être dit. Apparemment. Mais en fait, c'est de construire avec ces mots des phrases qui, au-delà du sens, perturbent celui qui lit, le frappe, le bouscule. C'est ça le travail de l'écrivain, à mon sens. C'est cette langue à forger, à travailler, à faire en sorte que de toutes parts, elle résonne. Mais en travaillant sur chaque mot, chaque phrase. Et j'aime quand Michel Lebris, l'écrivain Michel Lebris, parle d'une phrase qui a 2 pieds. J'adore elle tient comme ça. Et c'est ça ce que j'essaie de faire à mon humble niveau. Mais quand vous dites qui bouscule, vous-même, cette langue part presque d'un effondrement personnel et familial. On parle parfois de langue maternelle, mais vous, le français, c'est aussi une langue de la mort maternelle. De la mort maternelle. Effectivement, j'aime bien cette expression, oui. Effectivement, puisque je suis arrivé à la littérature par le décès de ma mère. Je n'avais jamais écrit de littérature. J'étais journaliste. Longtemps, j'ai écrit quelques textes par-ci, par-là. Mais c'est le décès de ma mère qui a fait qu'un jour, je me suis retrouvé devant un ordinateur et que j'ai écrit mon premier texte. Elle m'a donné naissance 2 fois. Elle m'a mis au monde, et puis par sa mort, elle m'a mis au monde littéraire. Oui, mais en même temps, l'histoire de cette terre algérienne fait en sorte que la langue française, pour la génération à laquelle j'appartiens, est pratique. Si elle n'est pas une langue maternelle, elle est une langue dès le départ, primaire, première, tout de suite, parce que à la maison, si on est à Oran comme moi, on parle l'arabe algérien, matinée d'espagnol, de français, surtout les Oranais. Hein. Et donc, ma mère, quand elle me disait ta chemise est dans l'armoire, elle me disait le camisa fait Mario. Le camisa et armario. Donc voilà. Alors, fi, c'est le seul mot arabe. Fi Mario. Donc voilà, c'est l'arabe algérien qu'on parlait à Oran. Et puis. Et qui aujourd'hui, par ailleurs, a toujours ces apports du français avec beaucoup de mots transparents d'une langue à l'autre. Absolument, bien sûr, mais ça continue encore jusqu'à maintenant.
et la langue française dès l'âge de 3 ans à la maternelle. Bon. Pour vous arriver à l'école primaire, vous connaissez A, B, C, D, tout ça, l'alphabet. Et puis à ce moment-là, vous avez des enseignants qui... Nous sommes avant 62. Donc vous avez déjà tous les rudiments de la langue. Et donc on progresse dans cette pas dualité, mais dans cette complémentarité. Et quand on est d'une zone amazighophone, on a déjà la langue amazighe, la langue berbère du pays, de ce peuple. Et à côté, la langue française. Voilà, donc, et on progresse avec ces langues-là. Moi, je regrette, par exemple, de ne pas parler l'amazigh. J'adorerais, mais c'est à moi de faire l'effort. On dit toujours que c'est le pouvoir. Je veux bien le pouvoir, mais ce n'est pas intéressant de parler du pouvoir. Ça n'a aucune espèce d'intérêt. Mais l'effort que fait chacun pour reconquérir une langue, pourquoi on apprend l'anglais, l'allemand, l'italien? Bien sûr, mais la langue amazigh est une langue belle, inventive, il y a des poètes extraordinaires dans cette langue. Il y a une histoire longue, riche, et il y a des gens qui travaillent là. Donc, c'est une des langues de ce pays, mais la langue française est aussi une langue de ce pays à laquelle j'ai eu accès, moi, pour la génération qui m'a précédé, Katebiassi et les autres. C'est une langue, un butin de guerre. Pour moi, c'est la mienne. Vous rendez hommage au livre à de multiples reprises dans ce roman. On suit le héros qui vole des ouvrages dans une librairie qui devient une sorte de bibliothèque personnelle, encouragée par le libraire qui lui dit « quand tu l'auras lu, tu le rapporteras ». Ensuite, un peu plus tard, notre héros qui est poète et qui est dans une compagnie de théâtre est arrêté car il possède une bibliothèque clandestine. Qu'est-ce que ça raconte? Pourquoi est-ce que vous aviez envie de donner une telle place au livre? On comprend bien que c'est une question d'émancipation, mais au-delà de cela, quel message vous essayez de délivrer derrière ces deux anecdotes qui sont assez importantes? Au-delà du message, d'ailleurs il n'y a pas de message en réalité, mais il y a ce que dit Lacan, c'est-à-dire que le beau est l'ultime barrière à une horreur fondamentale. C'est ça, la question, elle est fondamentale. Le livre, bien sûr, comme vous l'avez bien dit, permet l'émancipation, mais permet autre chose, de se battre contre cette obscurité, de se battre contre ceux qui veulent nous noyer dans l'obscurité. Et c'est ça, les livres. S'il y a des ouvrages partout distribués dans les bibliothèques, dans les librairies, partout, et tous les ouvrages, et qu'il y a de la traduction, on peut avancer, on peut réfléchir, on peut travailler. Regardez, quand la civilisation arabo-berbéro-musulmane, c'est ainsi que je l'appelle, et je ne suis pas le seul, parce qu'on dit civilisation arabo-musulmane, mais c'est faux. Civilisation arabo-musulmane, et on peut en discuter. Arrive à son fait, c'est parce qu'il y a eu traduction. Parce qu'il y a eu les maisons de la sagesse à Bagdad et à les traductions Damas. des philosophes grecs. Absolument. La transmission à l'Europe s'est faite par l'intermédiaire de cette civilisation. Depuis les anciens, les Grecs, les Perses, les Indiens, les Chinois, tout a été traduit. Et à ce moment-là, cette civilisation est arrivée au fait. À partir du moment où on ne traduit pas, et on s'enlise, on s'enferme, on obéit aux constrictions, à l'enfermement. C'est incroyable. Donc, les livres, pas le livre, les livres, c'est fondamental, précisément. Et donc, oui, Amraï, ou Amré, a besoin. C'est par les livres qu'il s'en est sorti, c'est par les livres qu'il a essayé que les fenêtres se sont ouvertes sur ce monde qu'il ne connaissait pas, parce que dans son enfance, le monde s'est arrêté au barbelé de l'armée française. Mais les livres lui permettent donc précisément de trouver des bifurcations et à ce moment-là d'essayer. Parce qu'il s'agit toujours d'essayer. Ce n'est pas d'essayer de s'inventer. Et d'arracher aussi la fierté de son père. Lorsqu'il intègre l'université, son père, c'est à peu près le seul moment où il lui manifeste un sentiment positif. Oui, parce que il faut imaginer, cette enfance se passe pendant la colonisation française de l'Algérie, donc pendant la guerre d'Algérie, disons. Ce n'est pas dit dans le roman, mais bon, ça ne fait rien, on va en parler ainsi. Donc, ça se passe à ce moment-là, et le père, la seule chose qu'il veut, c'est que ce fils-là,
C'est assez fou quand même. Pas les autres, parce qu'il y a d'autres fils. Mais non, c'est le fils. Fasse des études, réussisse et dépasse les Français. C'est extraordinaire pour lui. Et cet enfant, donc, va faire rendre son père fier de lui. Et qui plus est, cet enfant, non seulement les livres, mais en même temps, cet enfant n'a pas de vêtements, très peu de vêtements, un seul pantalon, mais toujours propre. Parce qu'il faut être l'égal des autres. Mais la fierté du père n'est pas tant dirigée vers l'enfant que vers le monde extérieur, absolument. L'enfant étant brandi comme un trophée à travers le quartier. Absolument. Mais c'est ça. Parce que pour cette société-là, c'est les autres, c'est l'environnement. Et donc, tu sors dans les rues, bonjour, bonjour. Oh, c'est magnifique, c'est beau. Bonjour, il va aller à l'université. C'est quelque chose d'énorme. Parce qu'à ce moment-là, cet homme a une place. Il a une place par procuration. Il a une place. Et il montre qu'il a une place, qu'il existe, qu'il est vivant, parce que son fils a eu un diplôme. Moi, ce qui m'a frappé dans ce roman, c'est cette nostalgie de l'enfance qui apparaît à travers des petits détails comme les plats que vous évoquez, par exemple, les plats typiquement algériens, voire oranais, que vous évoquez à travers les pages. Mais il y a aussi ces amitiés qui sont volontairement... vous insistez sur le fait que le héros est ami avec le fils du rabbin, le petit espagnol, on devine à la sonorité de son prénom, Paquito. Oui. Son amour absolu est Octavia, une jeune fille qui quittera l'Algérie après l'indépendance, après être restée un petit peu et avoir été traitée d'étrangère, donc ce qui est un peu le déclic pour un départ vers la France. Et à l'exception du meilleur ami, du fidèle, il y a très peu d'Algériens dans l'entourage d'Amré, parce qu'on voit qu'il se lie au pied noir. En fait, et vous, pourquoi vous avez fait ce choix En fait, c'est pas qu'il se lie seulement au pied noir. On imagine qu'il y a tout un plein... Sauf que cet enfant naît, n'oublions pas, il est né dans un quartier populaire, un quartier pauvre. Or, les seuls qui sont à proximité de ce quartier pauvre, ce sont des Espagnols et des Juifs. C'est ça la question. Donc, c'est cette question-là. C'est-à-dire, ce quartier populaire ne se situe pas au centre-ville, au centre de la ville. Il se situe un petit peu en périphérie, même si pour les indigènes qu'on appelait à ce moment-là, c'est le cœur de la ville. C'est là où tout se passe. Mais bien sûr. Donc, ceux qui sont à côté, ce sont des familles juives. C'est Awisha, cette vieille dame qui vient visiter sa mère tout le temps. C'est Shlomo qui va à l'école avec lui parce qu'il est aussi pauvre que lui. C'est Paco qui est le fils d'Espagnols républicains qui sont arrivés là et qui sont aussi misérables que lui. Misérables, non, pauvres que lui. Est-ce que c'est une manière justement de raconter que l'Algérie, c'est encore plus compliqué que cela, que la réalité est moins manichéenne Mais bien sûr, mais absolument. Qu'elle n'apparaît. Mais bien entendu, de toute manière, l'histoire est là pour nous raconter ce qu'a été l'Algérie, ce qu'elle est encore. Même aujourd'hui, c'est autre chose, mais bon. C'est cette pluralité, effectivement. Dans cette histoire, j'ai voulu mettre disons, en avant cette pluralité la pluralité de cette terre. Mais la pluralité, non seulement vous mettez la pluralité en avant, mais vous montrez comment la négation de cette pluralité aboutit à des catastrophes à la fois nationales et psychiques, si j'ose dire, parce qu'à force de traiter tout le monde d'étrangers, on finit par ne plus savoir qui est qui. Et il y a quelque chose d'extraordinaire avec la mère du héros. « Chez toi, c'est là-bas », dit-elle. Donc déjà, chez toi, c'est là-bas, alors qu'il a voulu revenir pour la voir. Et à un moment, tu as des problèmes avec les autres ? Tu parles de qui, maman ? Et donc, à force d'épuration et de purification prétendue, on finit par aboutir à la folie de ces années 90, c'est à peu près ça. On imagine que c'est ça, parce que on c'est pas imagine que c'est ça. Voilà. Les autres, et donc, quand
qu'entre soi surchauffé et fou de pureté et d'identité, C'est mortel. et les gens ne savent plus où ils sont. C'est mortel, c'est l'enfermement, on n'en sort plus. Il n'y a plus que l'unicité, que l'uniformité, que l'alignement sur quelque chose qui fait consensus, qui est là, un consensus mou, et puis il n'y a plus rien qui sort. Il n'y a plus d'invention, il n'y a plus de création, rien. C'est de l'enfermement le plus abject, le plus insupportable. Oui, bien sûr. Et la création dans un tel... Il faut vraiment partir pour créer. Parce que, vous savez, on dit souvent, André Gide, l'art naît de contraintes, vit de lutte et meurt de liberté. Mais il y a un moment où on ne peut plus créer. Et dans votre livre, on trouve deux moments. Un moment dans le sud algérien, dans le désert, où la chaleur est telle, l'armée est tellement insupportable que le héros ne peut plus se concentrer, il ne peut plus lire. Et là, on sent une sorte d'assèchement. Est-ce qu'il peut y avoir création et créativité dans cette Algérie d'uniformité? Alors, c'est une question très importante, que ce soit en Algérie ou ailleurs, dans des sociétés qui sont bloquées comme ça, fermées. Il y a toujours création, il y a toujours des tentatives, il y a toujours des femmes, des hommes qui essayent de perturber ce cercle infernal, ce cycle infernal. Mais il est évident que c'est autrement plus difficile. Ça coûte. Il faut faire des efforts colossaux. Il y a très peu de cinéma en Algérie aujourd'hui. Les jeunes cinéastes algériens, il y en a des jeunes remarquables qui font des films, mais qui les exploitent à l'étranger, dans les festivals et tout. Donc quand il y a quelques salles où passent leurs films, il y a en ce moment beaucoup de street art, c'est des jeunes qui arrivent et qui commencent à travailler, à peindre, à s'exprimer. Il y a des compagnies de théâtre, mais ce n'est pas encore un rayonnement complet, disons, une généralisée encore. Ce sont des poches, et des poches intéressantes, souvent belles, mais il y a effectivement cet environnement qui fait que c'est comme une chape de plomb. C'est comme une chape de plomb. C'est-à-dire qu'il y a des initiatives, mais elles n'arrivent pas à s'exprimer. On fait, au bout d'un moment, on arrête là, parce qu'il faut satisfaire à ceci ou ça. C'est dans toutes les sociétés où il y a, une chape de plomb politique ou religieuse qui freine ces initiatives, ces inventions, ces créations. Un autre thème qui revient à de multiples reprises dans votre ouvrage, c'est l'exil. Donc, page 104. Vous écrivez « L'exil, c'est dedans, dehors, ici, ailleurs et tous les jours. Exil du corps, exil du cœur en miettes, dispersé au fil des routes. Traverser la mer, se délester de tout, de soi, sans autre bagage que la soif de vivre, l'envie de recommencer, naître autre. » Est-ce que, pour vous, c'est une thématique qu'il était indispensable d'explorer? Oui. Ce roman, je l'ai écrit comme un chant. C'est un chant de la défaite, qu'on s'entende bien. C'est ça, cet homme est défait, fini, genou à terre. Il n'y a pas de ressort. Et c'est quand il a conscience de sa défaite, qu'il n'a pas de ressort, qu'il ne peut plus créer, que l'exil lui apparaît comme étant salvateur, comme étant une possibilité. Et encore, parce que l'exil, c'est de toutes les manières, des parts irrémédiables de soi qui sont parties. Alors il se passe quelque chose d'assez troublant pour un exilé, c'est qu'il se retourne toujours pour voir derrière et il ne trouve rien. Et là, il va fantasmer autour d'une possibilité de ramasser, peut-être pièce par pièce, ce qu'il a laissé. Mais en fait, c'est son fantasme. Il ne ramasse rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a rien d'autre qu'une tentative
de naître à nouveau, de naître réellement. C'est ça l'exil. L'exil, ce n'est pas comment dire, comment on est reçu. C'est déjà comment on se réfléchit, comment on se pense. Et c'est difficile pour quelqu'un qui rentre dans cette idée de se retourner constamment derrière pour voir, essayer de reprendre. C'est très difficile pour lui. Donc tout ce qui vient après est un cadeau. C'est un cadeau de la vie. Et là, il y a des choix à faire. Il y a des choix fondamentaux. Ou alors il se dit, je vais là ou là. Il n'y a pas de possibilité. Je vais vers la haine ou je vais vers le beau, vers l'amour. Et Amraï, c'est ça ce qu'il veut. C'est aller vers l'amour. Parce que la défaite est consommée, totale. Il n'y a rien à créer. Il y a tout à concevoir de nouveau, à inventer de nouveau. Créer, je dis, d'avant. Il y a tout à concevoir d'après. Et d'après, il ne peut pas se concevoir autrement que dans l'amour. Ce qui nous amène à ce personnage d'Octavia, peut-être, qui pour lui est... L'amour fantasmé. Oui, rêvé, peut-être, c'est lui, c'est virtuel. Pas virtuel, pas dans le sens... Non, pas virtuel. Mais il se crée cet amour-là à partir de sa copine d'enfance. Octavia, il se crée cet amour. Mais parce que, en étant amoureux, on s'ouvre des voies pour vivre encore. Sinon, autrement, c'est pas possible. Autrement, qu'est-ce qui arrive? C'est de prendre des armes et d'aller, et de haïr et de détester. Alors non, Amraï dit non, je vais aimer la poésie, je vais aimer le monde, je vais aimer Octavia. Et Octavia existe avec lui. Elle existe avec lui. Peu importe que Octavia soit quelqu'un de réel ou pas, mais pour lui, elle est réelle parce qu'elle le nourrit. Et c'est de cela qu'il se nourrit. Rien d'autre, il n'y a plus rien après. Il n'y a plus rien, c'est-à-dire il n'y a que l'amour d'Octavia, et c'est énorme. C'est énorme, c'est quelque chose, c'est une fenêtre extraordinaire. C'est ça là, qui le sauve et qui fait qu'il est encore un homme et qu'il est encore capable de créer. Mais quand vous dites il se crée, du verbe créer, il se crée, on entend secret. Et je trouve qu'il y a un secret dans votre livre, votre Rosebud, comme on dit dans Citizen Kane, c'est la poésie. Ce livre est gorgé de poésie non dévoilée. Alors, si on est un peu curieux, si on a des lettres ou si on a Google, on va retrouver. Alors, je prends 3 exemples. Octavia, précisément, mais le héros, qui a beaucoup de vous, mais on n'en reviendra pas, on ne reviendra pas là-dessus, aux prises avec une poésie. Et c'est un poème de Chikaya Utamsi. Chikaya Utamsi, poète congolais, né en 1931, mort dans l'Oise, pas loin de Paris, en 1988. Il venait de livrer Le secret du soleil, etc. Ensuite, on a aussi un poème de Jean Sénac. Jean Sénac, 1926-1973, assassiné dans une cave. J'ai vu ce pays se défaire avant même de s'être fait. Et puis, il y a quelque chose de plus intime et douloureux. Un autre poète mort à l'étranger, à Hambourg, en 2011, et qui était né à Oran, un an avant vous, en 1951. Il s'agit de Hamid Skif. Pim pam poum, couscous au sperme chaud. C'est une sorte de chanson pédagogique qu'il avait composée. Oui. Et je crois que vous étiez si liés que... Et donc, voilà, vous n'avez pas voulu mettre de notes en bas de page, vous n'avez rien précisé, mais ça irrigue ce livre. Et l'exilé dont vous parliez tout à l'heure avec tant d'émotion tient aussi grâce à la poésie. Absolument. Mais absolument. Mais de toute façon, quand je disais l'amour, c'est la poésie aussi. La poésie, c'est la vie. C'est la vie, l'ensemble. Mais Hamid Skif, parlez-nous de lui, par exemple. Alors, il y a Chikaya Utamsi, tout de suite, leur attachement de cette terre à sa profondeur africaine. Tout de suite. Parce que
C'est impossible de ne pas dire que cette terre n'est pas africaine. Elle est africaine. Et puis, Jean Sénac, un immense poète, tout le monde connaît, heureusement, j'espère qu'il faut le faire, il faut l'enseigner partout dans les écoles, un peu partout en France, en Algérie, ailleurs. Hein. Et Hamid, oui. Hamid, c'est un long compagnonnage. C'est une douleur pour moi, oui. C'est quelqu'un que je connais depuis notre jeunesse, notre enfance, à Oran. Et il faisait du théâtre. Et c'est comme ça que j'ai connu, il était journaliste. Et puis un jour, il se retrouve il a un an de plus que moi, hein, 24 ans, 25 ans, moi un an de moins. On se retrouve dans le désert, dans la même ville comme ça. Et puis moi, j'habitais au 2e étage et quand je descendais, lui était au rez-de-chaussée, mais viens, juste dire quelque chose. Et il me dit, pim pam poum. Voilà, c'est pour ça que c'est un hommage à cet homme. Et puis il est mort à Hambourg. Il est mort de maladie. Je l'avais appelé, je lui ai dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Mais il m'a dit, si je savais, je t'aurais appelé, on aurait fait la fête. Bon, et je lui ai dit, est-ce que tu veux que je vienne? Il m'a dit, je ne veux pas que tu me vois comme ça. Attends que je me soigne, que j'aille mieux, tu viendras. Ben, je n'ai pas pu aller, puisqu'il est mort entre-temps. Et puis parce que j'ai vu Hamid se faire humilier devant moi. Hamid, c'est une blessure parce que je l'ai vu se faire humilier. Mais c'était terrible. C'était terrible. Quelques années avant sa mort, juste 2-3 ans. Et il s'en est pas relevé. Et ça m'est resté. Ça m'est resté. C'est pour ça que je parle de défaite. Il y a un poème, je suis obligé de vous le demander, il est de vous, non? Nu n'est-il, un soir d'automne, expulsé d'un ventre fossilisé, le verbe au sein analphabète tété. Oui, c'est moi qui ai écrit. C'est vous. Hein? Oui. Et le verbe au sein analphabète tété, oui. On en revient à votre mère. Ah, c'est la mère d'Amraï. C'est la mère d'Amraï, oui, pardon, excusez-moi. Oui, la mère d'Amraï, absolument, oui, absolument. Mais ça dit tellement de choses. Oui. Au sein analphabète tété. Oui, absolument, oui, parce que ce sein analphabète offre la vie. Peut-être que cette femme ne sait pas lire, ne sait pas écrire, mais elle offre la vie. Et elle disait à son enfant, c'est toi le mazosé, le préféré. Donc c'est quelque chose d'énorme. Elle le fait grandir avec cette idée, que c'est lui le préféré, dans l'amour inconscient. Elle n'a jamais eu, cette mère, un mot, juste le mazosé. Et là, il a compris que tout s'ouvre, quoi. Il est le préféré, c'est fantastique. Alors oui, le saint analphabète a su dire, lui donner une place et su lui dire qu'il était aimé quand même. Merci Yahya Bel-Askri. Merci Antoine Perrault. Cette émission est à présent terminée. On se retrouve très bientôt sur Mediapart.